On va terminer là avec Clément Vialard. Là, on termine par une présentation essentielle qui est effectivement une valorisation de tout ce travail, de travail commun autour de la qualité de l'air, effectivement, la donnée environnementale, mais comment elle peut être utilisée par le monde de la santé. Et là, justement, Clément va nous montrer un exemple possible à travers son travail. Je rappelle que Clément a déjà soutenu, qu'il est donc déjà docteur junior, hein, si je ne m'abuse, Clément. Et voilà, il a brillamment soutenu sa thèse il y a moins de 15 jours. Donc voilà, il a la gentillesse de nous faire un petit rappel, effectivement, rapide des résultats. Je précise que Clément est- a soutenu sa thèse, il était sous la direction de Christian Roux, professeur Christian Roux, qui est un rhumatologue au CHU de Nice et qui s'intéresse effectivement au lien entre les données environnementales et euh, les maladies inflammatoires, notamment la polyarthrite rhumatoïde. Voilà, Clément, tu as la parole, merci. Donc moi, je suis interne en rhumatologie en dernière année d'internat et j'ai soutenu ma thèse effectivement là, il y a un mois. Et donc mon sujet de thèse s'intitulait La pollution de l'air, donc les particules fines PM2,5, PM10, ozone, NO3 comme facteur de risque dans les poussées de maladies rhumatismales inflammatoires chroniques. C'était une étude prospective monocentrique dans le sud-est de la France. Donc on suivra un plan classique en 5 parties. Donc, les rhumatismes inflammatoires sont chroniques, qu'on appelle aussi RIC, ce sera plus simple dans la présentation, sont des maladies systémiques, ça veut dire qu'elles touchent tout, elles peuvent toucher tous les organes du corps humain, avec manifestations articulaires principalement. Il y a deux maladies principales dans notre étude, c'était la polyarthrite rhumatoïde, qu'on appellera PR, et la spondylarthrite, qu'on appellera SPA. Elles ont bénéficié d'une évolution récente majeure de l'arsenal thérapeutique au cours des deux dernières décennies, mais il reste 20% de patients qui auront toujours besoin d'une troisième ligne de thérapie. Donc en général, c'est la troisième, quatrième ligne de traitement. L'étiologie, donc l'origine de ces maladies n'est pas encore totalement élucidée, mais on sait qu'il existe une synergie entre facteurs génétiques et environnementaux. Le tabac est un très bon exemple et il présente certaines caractéristiques communes avec la pollution environnementale de par son action sur le système immunitaire. Un terme très important à définir pour notre présentation, c'est le terme de poussée. Une poussée, c'est la réapparition de douleurs articulaires d'horaires inflammatoires en lien avec la maladie. Donc, c'est les douleurs inflammatoires, typiquement, c'est les douleurs qui réveillent pendant la nuit. Il y a un dérouillage matinal le matin, il faut 15 à 30 minutes pour que ça aille mieux. Et on oppose les douleurs inflammatoires aux douleurs mécaniques, par exemple, typiquement de l'arthrose. Alors, donc, dans notre étude, là, on a suivi 4 polluants sur les 6 définis comme prioritaires par l'OMS, donc les PM2,5 et les PM10 pour les particules fines, et le dioxyde d'azote ou le NO2 et l'ozone pour le gaz. Ces polluants ont différentes sources. Pour les PM2,5 et les PM10, elles sont émises majoritairement par les secteurs résidentiels et le secteur tertiaire. Et pour le gaz, bon, pour le dioxyde d'azote surtout, c'est le transport routier. L'ozone est un polluant secondaire. Elles ont été enfin, décrites par l'OMS comme la plus grande menace environnementale pour la santé humaine du fait de deux impacts. Un impact médical. En effet, il y a une relation de cause à effet qui a été retrouvée pour les particules fines et dans de nombreuses pathologies cardiovasculaires, infectieuses, pulmonaires. Et pour les gaz, il y a une relation de cause à effet qui est suggérée avec la mortalité de toute cause et la mortalité respiratoire. Et on estime à 7 millions le nombre de décès imputables dans la pollution chaque année dans le monde. Il y a aussi un énorme impact économique avec, on estime, 143 milliards de dollars en perte de revenus du travail. Donc, dans la littérature, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées qui recherchaient à mettre en évidence un lien entre pollution et RIC. On a regroupé ces études en deux types. Les études évaluant l'impact de la pollution atmosphérique sur le développement
des études évaluant l'impact de la pollution sur l'activité des rhumatismes inflammatoires. Donc, on a des résultats qui sont assez divers en fonction des études, qui peut s'expliquer par pas mal de choses, notamment le schéma d'études, comment est-ce qu'ils ont mesuré les polluants, la précision de mesure des polluants. Ça a été réalisé dans des régions très diverses dans le monde. Mais il y a une étude qui ressort, enfin, qui a attiré notre attention. C'est une étude italienne de Adami et al. Qui a retrouvé un impact significatif de la pollution atmosphérique sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde euh, quand on prenait une exposition 60 jours avant la poussée. Donc, voici un schéma récapitulatif de l'action des polluants sur le système immunitaire. Donc, le lien physiopathologique entre polluants et rhumatisme inflammatoire est complexe, mais les polluants agiraient comme un facteur de risque sur un terrain, comme un agent pathogène sur un terrain génétique prédisposé. Donc, après inhalation des polluants, il y aurait une action sur le système immunitaire inné, donc c'est la défense qui agit de façon très rapide après la pénétration de l'agent pathogène dans l'organisme et qui aboutirait, je vous passe tous les mécanismes, mais in fine à la production d'anticorps qu'on appelle ACPA. Ce sont des anticorps qui sont spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde et qui sont impliqués dans son développement et dans son entretien. Et il y aurait une action sur le système immunitaire adaptatif. Donc, c'est une réaction du système immunitaire qui apparaît plus lentement et qui serait orientée par la pollution vers la voie TH17, une voie qui est impliquée dans les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires. Donc, l'objectif de notre étude était d'évaluer l'association entre exposition à la pollution atmosphérique et la survenue de poussées chez des patients présentant un rhumatisme inflammatoire chronique stable. Donc, voilà, les critères d'inclusion, c'est des patients qui étaient suivis en rhumatologie au CHU de Nice, qui présentaient un rhumatisme inflammatoire chronique stable Clément, depuis je au moins m'excuse de 3 te mois, couper. qui répondait aux critères diagnostiques EULAR, c'est l'Union européenne, enfin de l'association des ménagers. Il devait répondre et remplir les questionnaires, un consentement écrit. Vous m'entendez? Oui, Clément, est-ce que tu peux couper ta caméra? Parce que en fait, il y a eu quelques petits loupés en termes euh, Ah, de connexion et de son. Voilà. En coupant ta caméra, ce sera peut-être plus facile. ok, ok. Voilà. Pas, pas l'écran, hein. Enfin, ouais. Et là, c'est bon? Ah non, c'est pas bon. Ouais, là, on t'entend bien, là. Ok, Pardon, hein. je Ouais. reprends. Donc, les critères d'exclusion, donc c'était les patients qui déménageaient au cours du suivi, qui n'avaient pas rempli le questionnaire pendant les 24 semaines et qui retiraient leur consentement au cours de l'étude. Donc, on a repris 10 données d'inclusion, donc des données anthropométriques, les antécédents des patients et les caractéristiques du rhumatisme inflammatoire. Je vous passe les détails. Et on a recueilli bien sûr l'adresse au domicile qui a été transformée en coordonnées GPS à l'aide de logiciels de géocodage. Donc, voilà. Donc, on a recruté les patients entre janvier 2003 et mai 2023. Donc, on les recrutait en hôpital de jour, les patients venaient pour leur perfusion. Et la mesure à l'exposition de la pollution a été recueillie entre octobre 2022 et octobre 2023. Au cours du suivi, on a pu établir deux groupes de patients, les patients qui présentent une poussée et les patients qui n'en présentaient pas. Les patients qui présentaient pas de poussée, on a mesuré leur exposition à la pollution pendant les 6 mois du suivi. Et les patients qui présentaient une poussée, on prenait l'exposition à la pollution 2 mois. Voici le questionnaire, enfin, le critère d'évaluation principal était mesuré grâce à un questionnaire. Donc, ce questionnaire comportait une question très simple. C'était: est-ce que votre maladie a connu une poussée depuis la dernière évaluation? Et donc, il y avait trois réponses possibles. Donc, pas de poussée, une poussée entre 1 et 3 jours, réponse B, ou une poussée plus de 3 jours, réponse C. Et donc, chaque semaine, à jour fixe, le patient devait remplir ce petit questionnaire très simple. Et ceci pendant 6 mois. Donc, l'objectif principal de l'étude était d'étudier la relation entre exposition à la pollution
et la survenue de poussée. Et l'objectif secondaire était de déterminer une concentration seuil à partir de laquelle il existe un surrisque de poussée de rhumatisme inflammatoire chronique. Donc voici le flowchart. Donc on avait 113 patients initialement inclus dans l'étude. On a perdu une patiente parce qu'elle était en dehors du territoire d'analyse, elle était en Corse. Et on a eu 18 patients qui ont été perdus de vue. Donc au final, on avait 94 patients qui ont été inclus dans l'analyse, dont 33 patients après analyse des questionnaires n'avaient pas eu de poussée et 61 avaient eu au moins une poussée au cours des 6 mois de suivi. Voici le tableau caractéristique de base de la population. Donc, bon, il y a des choses peut-être un peu compliquées, enfin, avec lesquelles vous n'êtes pas familier, mais il y avait des petites différences significatives à l'inclusion des patients. Donc, notamment sur l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, qui était discrètement plus élevé dans le groupe en poussée. Il y avait aussi une différence sur les traitements. Donc, ça, c'est les traitements qu'on peut mettre au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques. Un certain type de traitement était plus important, semble-t-il, dans le groupe aucune poussée. DAS 28 et BAS-DAI, c'est des scores d'activité de la maladie. Ça nous permet de suivre l'activité de la maladie, qui était discrètement plus élevée dans le groupe au moins une poussée, mais restait bien inférieure au seuil de significativité des poussées. Pour le DAS, on estime ce seuil à 3,2. Donc, on voit que en moyenne, il était bien inférieur. De toute façon, ça faisait partie des critères d'inclusion. Et pour le BASDA, ce seuil est de 4. Donc, même pour le groupe en poussée, il était bien inférieur. La CRP moyenne était aussi discrètement plus élevée. Donc, c'est la protéine de l'inflammation qu'on dose dans le sang. Mais elle restait bien inférieure à 5. 5, c'est le seuil de significativité. Donc, voilà, différence, mais enfin, pas anecdotique. Donc, voici le tableau des résultats principaux de l'étude. Donc, on commence par les particules fines parce que c'est là où on a les résultats les plus significatifs. Donc, on a comparé l'exposition aux polluants en fonction de la présence d'au moins une poussée. Et donc, on voit que ce taux d'exposition à la pollution était bien supérieur dans le groupe en poussée pour les PM10, donc 29 contre 18, avec une différence qui restait significative après ajustement sur l'IMC et la CRP qu'on a vu qui était un peu différent, qui était statistiquement, pardon, différente. Pour les PM2,5, on avait aussi un taux qui était plus élevé dans le groupe en poussée. Et ceci était aussi significatif après ajustement sur l'IMC et la CRP. Pour l'ozone, étonnamment, on a retrouvé une corrélation inverse avec un taux plus important dans le groupe sans poussée. Et ceci était significatif après ajustement sur l'IMC et la CRP. Pour le dioxyde d'azote ou NO2, on a retrouvé une différence, donc 51 contre 44, mais cette différence n'était pas significative et ne le devenait pas après ajustement sur l'IMC et la CRP. Concernant les résultats secondaires de l'étude, donc qui était de déterminer un seuil de déclenchement des poussées, grâce à une courbe ROC, on a pu établir ce seuil à 20,6 microgrammes par mètre cube pour les PM10 et à 9,5 microgrammes par mètre cube pour les PM2,5. En discussion, on peut dire que pour les particules fines, on a retrouvé une concentration significativement plus élevée dans le groupe en poussée, donc ce qui confirme leur rôle très probable d'agent pathogène sur le système immunitaire et adaptatif dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, et qui confirme aussi les données de la littérature. Donc il y avait eu un certain nombre d'études qui avaient été réalisées. Cependant, nous, dans notre étude, on retrouve des taux encore plus bas qui apparaissent nocifs. Ces seuils, on a aussi proposé des seuils. Donc, c'était 20,6 pour les PM10. Donc, ça coïncide avec ceux de l'Union européenne pour 2030, donc, qui sont de mémoire de 20 pour les PM10 et de 10 pour les PM2,5. Et pour les PM2,5, nous, on avait un seuil de surrisque à 9,6. Par contre, qui reste au-dessus des seuils de l'OMS pour 2021. L'OMS a des seuils plus stricts, mais ça renforce tout de même la valeur de notre étude. Pour l'ozone, on a retrouvé une association significative inverse avec la présence de poussée. Donc, on n'est pas les seuls auteurs qui retrouvent ces mêmes observations. Ouais, il y a plusieurs études qui retrouvent une association inverse avec la présence de poussée. Mais il y a quand même aussi des études qui retrouvent un effet délétère de l'ozone sur les poussées. Est-ce que c'est en lien avec cette réaction photochimique qui implique le dioxyde d'azote et qui fait que quand le dioxyde d'azote augmente, l'ozone diminue? Et donc ce serait plus la nocivité du dioxyde d'azote qui rentrerait en compte que l'effet protecteur de l'ozone. Euh, il a été aussi démontré dans la littérature que l'ozone a des taux relativement faibles
inférieur à 120 microgrammes par mètre cube aurait un effet antioxydant et anti-inflammatoire. Dans notre étude, on retrouve un faible taux de l'ozone, donc qui était inférieur à 100. Donc c'est le seuil défini par l'OMS, donc ce qui peut expliquer aussi potentiellement et non nocive de l'ozone dans notre étude. Pour le NO2, donc on a retrouvé une différence, mais elle n'était pas significative entre les deux groupes. C'est une association qui est pourtant retrouvée dans la littérature de nombreuses reprises. Alors, deux explications pour cela. La première, c'est le manque de puissance. On avait une cohorte de 94 patients, donc c'est bien, mais on peut faire plus puissant avec une cohorte plus importante. Et est-ce que tout simplement aussi le dioxyde d'azote ou NO2 est moins nocif que les particules fines sur les rhumatismes inflammatoires chroniques? C'est aussi une possibilité. Donc, notre étude a présenté plusieurs forces. Donc, la significativité des résultats, comme vous avez pu le voir, le petit p était très significatif, bien inférieur à 0,5. La précision de la mesure d'exposition, grâce au modèle d'Atmosud, on avait une précision de mesure de 25 mètres carrés, ce qui est très, très supérieur aux études existantes dans le monde. Notre schéma d'étude était une étude prospective. Parmi les limites, donc on avait une relative petite taille de cohorte, comme on l'a dit, et l'exposition était mesurée seulement en fonction du lieu de domicile. Quand on sait qu'une part des patients, 60% de mémoire étaient actifs, donc on peut imaginer qu'ils ne passent pas toute leur journée à la maison. Donc en conclusion, on a retrouvé une association significative entre l'exposition aux polluants atmosphériques et la survenue de poussées chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique, initialement stable, et les seuils de surrisque de poussée que nous avons établis pour les particules fines soutiennent les seuils de l'Union européenne pour 2030 et ceux de l'OMS pour 2021. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'était extrêmement clair. Merci beaucoup. Nous avons trois questions. La première tu as fait référence à l'étude Adami de l'équipe italienne qui aurait eu 80 000 sujets dans la cohorte étudiée. Est-ce que, en fait, les résultats de ton étude convergent avec les résultats de Adami et al. Clément, est-ce que tu nous entends? Oui, effectivement. Oui, oui, ça converge. Alors, je ne suis pas sûr qu'il avait. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, pardon. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils avaient 80 000. Je crois que ouais, c'était je plutôt crois 8 que c'est 000. 8 000 aussi, Mais ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais eux, c'était une étude plutôt, enfin, du coup, c'était rétrospectif, leur étude. Mais oui, ça confirme, notamment pour les particules fines, ça confirme leurs données. Pour l'ozone, eux, ils retrouvaient un effet nocif de l'ozone. Mais pour les particules fines, nous, on retrouve un effet nocif, mais pour des seuils encore plus bas que. Donc voilà. Et pour le Très dioxyde bien. d'azote, eux, ils avaient retrouvé un effet nocif significatif. Merci. Il y a une question de Denis Charpin. Est-ce que les résultats sont influencés par le fait pour le patient de recevoir ou pas une biothérapie? C'est une bonne question. Comme je vous l'ai montré là dans le. Je ne sais pas si vous avez accès à mes diaporamas encore. Oui. Euh, donc, euh, il y avait une différence significative effectivement entre les deux groupes pour le traitement. Et on a l'impression que oui, sur les biothérapies, il y a plus de patients qui sont traités par biothérapie dans le groupe qui a au moins une poussée. Euh, je pense plus que c'est parce qu'ils ont un rhumatisme inflammatoire qui est agressif, qui est sévère, que du fait de la biothérapie. Il y a des rhumatismes inflammatoires qu'on a plus de mal à contrôler que d'autres. Et donc, on va forcément à des, des biothérapies, à plus de biothérapie chez ces patients. Ok. Et la dernière question, en fait, c'est tu as étudié euh, séparément, effectivement, le lien entre PM10, PM2,5, ozone, NO2. Mm. Est-ce qu'il serait envisageable de étudier le lien
pareil, avec les mêmes données que tu as, mais avec l'indice ICARE, qui est l'indice cumulatif de la pollution, qui tient compte de ces quatre polluants. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Alors, il manquait du temps en fait avant ma soutenance de thèse, c'est pour ça qu'on l'a pas fait finalement. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Ouais, ouais. Je réfléchissais, mais non. Très bien. Est-ce que vous envisagez, dernière question peut-être, est-ce que vous envisagez de refaire une étude similaire, mais avec un plus grand nombre de patients? Est-ce que tu penses que c'est possible de la refaire avec un plus grand nombre de patients? Est-ce que ça vaut le coup ou qu'est-ce que tu en penses par rapport à la puissance statistique, effectivement, l'échantillonnage qui est un petit peu, un petit peu faible? Oui, effectivement, c'est une des choses qu'on a discuté là, lors de ma soutenance de thèse, de recruter, parce que là, on a recruté que des patients qui étaient en hôpital de jour. Donc, c'est souvent des patients les plus sévères qu'on suit en hôpital de jour, on les voit pour leur perfusion, mais on pourrait aussi recruter des patients qui sont suivis en consultation et qui sont souvent bien mieux contrôlés. Donc, ça pourrait tout à fait être possible. Après, c'est avec Monsieur Roux qu'il faut voir, mais c'est une possibilité, oui. Très bien. Merci beaucoup, Clément. Merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer ces travaux importants.